Alors bonsoir, je pense qu'on va commencer, essayer de lancer, ce webinaire, hein, en laissant, peut-être quelques minutes, le temps que d'autres personnes puissent se connecter. Donc je suis, Cécile Genivès, hein, donc je suis, professeure de pneumologie au CHU de Lille et je coordonne, le centre, de référence constitutif maladies pulmonaires rares avec, le docteur Lidoun Vémo, et le docteur, Valentin participe aussi, beaucoup à ce centre. Et nous avions, voulu organiser ce webinaire, ce soir en collaboration avec, nos collègues médecins généralistes, dont vous faites partie et qui êtes connectés, pour, essayer de construire, le lien ville-hôpital, comme on dit, sur, les pathologies interstitielles diffuses et les fibroses pulmonaires. Donc l'idée de ce webinaire, c'est, un peu d'interagir. Alors le format webinaire est pas forcément, le plus simple, mais en même temps, ça nous a semblé être le plus facile, dans le cadre professionnel. De ce fait, on a proposé un programme pour, présenter, les éléments essentiels, en 2026 sur les PID, les fibroses pulmonaires, les traitements et puis une dernière partie, pour essayer de voir comment on peut se coordonner, et là, il y aura probablement plus d'échanges, entre nous tous. Plateforme Plémara que vous connaissez peut-être, hein, qui est la plateforme du CHU de Lille pour les maladies rares dans leur ensemble. Donc, vous pouvez toujours contacter en fait, cette plateforme si vous vous posez une question sur une maladie rare, même savoir s'il existe un centre de référence, qui contacter, même éventuellement adresser, des patients sur ce contact pour avoir des infos. Donc c'est la plateforme Plémara qui nous permet, d'organiser ce webinaire ce soir. De ce fait, je pense que maintenant il est 19h34, hein, on va pouvoir commencer et donc on a, fait en sorte, d'essayer d'inviter des médecins généralistes avec qui on sait qu'on a des patients en commun. Donc normalement, si vous êtes connectés, c'est que vous avez des patients qui sont suivis dans notre centre, et donc on s'est dit qu'en individualisant un petit peu, ces invitations et on pourrait avoir des échanges un peu, individualiser et parler, de choses, concrètes. Donc il y aura 3 présentations pour commencer, assez rapides. Donc moi je vais commencer avec, la présentation de ce qu'est une pneumopathie interstitielle diffuse et une fibrose pulmonaire. Et puis le docteur Vémo, parlera des actualités thérapeutiques et le docteur Valentin, de la collaboration, entre, le centre de référence, et la médecine générale. Voilà, donc je vais demander à chaque fois au docteur Valentin de passer les diapos puisque je ne suis pas arrivée à partager mon diaporama. Donc Victor, tu peux passer à la prochaine diapositive, qui présente donc mes liens d'intérêt et tout de suite à la diapositive suivante, pour, introduire ce que sont les pneumopathies interstitielles diffuses. Donc c'est un terme très générique qui, concerne un groupe, d'un grand nombre de pathologies, un groupe assez hétérogène et qui regroupe des centaines de maladies, environ, 200 maladies qui sont, pour l'essentiel des maladies rares. Leurs caractéristiques communes, c'est qu'elles affectent principalement l'interstitium pulmonaire, hein, ou, le parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire les petites voies aériennes et les alvéoles. Si on prend une représentation, très schématique du poumon, comme sur, l'image que vous voyez sur la gauche de la diapositive, l'interstitium, c'est ce qui soutient en fait, le parenchyme pulmonaire et il faut l'imaginer comme un espèce de gel, qui maintient les structures, du poumon. Et le parenchyme pulmonaire, ça va être ce qui assure la fonctionnalité du poumon, hein, donc les échanges gazeux et donc ça comprend essentiellement, les alvéoles et les petites voies aériennes. Donc quand il y a une pathologie interstitielle diffuse, il va y avoir une infiltration de ces structures, donc l'interstitium plus ou moins le parenchyme, et inversement. Soit par de l'inflammation, donc c'est-à-dire par une infiltration cellulaire, soit par de la fibrose, c'est-à-dire par des dépôts, de tissus cicatriciels et essentiellement de collagène. On peut voir au cours des pathologies interstitielles diffuses soit un processus inflammatoire, soit un processus fibrosant, soit les 2 et donc ça va ajouter de l'hétérogénéité à ce groupe de pathologies. Quand il y a une composante fibrosante, on parle de fibrose pulmonaire.
Alors j'ai mis quelques illustrations, pour montrer comment on fait le diagnostic de pathologie interstitielle diffuse. C'est un diagnostic qui repose sur le scanner thoracique. Un scanner thoracique, qui doit être fait, sans injection, en coupe fine, et on va pouvoir observer des aspects, très différents, donc qui vient encore, apporter concept d'hétérogénéité dans ces pathologies-là. Un petit exemple, en haut à gauche avec, une pathologie interstitielle diffuse qui est caractérisée par des réticulations, donc qui sont ces toutes petites, lignes, organisées en réseau que vous voyez au niveau de la flèche, orange, et des bronchectasies de traction, donc qui sont des bronches qui vont se dilater par traction, sur, les voies aériennes, liées à la rigidité pulmonaire. C'est ce que vous voyez, au niveau, de la flèche, bleu ciel. Sur le scanner qui est représenté en bas à gauche, on a un autre aspect de pathologie interstitielle diffuse avec essentiellement du verre dépoli, hein, c'est-à-dire cette surdensité qui n'efface pas le contour des vaisseaux que vous voyez au niveau des flèches bleues. Et puis à droite, un aspect beaucoup plus léger, hein, avec des images qui peuvent être peu marquées, avec des réticulations intralobulaires que vous voyez beaucoup plus limitées que sur les autres scanners. Donc on va pouvoir avoir des aspects extrêmement différents, mais le scanner thoracique va permettre de poser le diagnostic de pathologie interstitielle diffuse. Et si on passe sur la diapositive suivante, il va permettre aussi d'évaluer s'il y a une composante fibrosante à cette pathologie interstitielle, avec des signes qui vont être évocateurs, même si la fibrose, ça reste un diagnostic qu'on fait normalement sur le plan histologique. Il y a des éléments scanographiques qui sont extrêmement évocateurs de fibrose. Et donc là, on a quelques éléments qui sont montrés sur cette diapositive, avec sur l'image de gauche du rayon de miel, avec l'image centrale des bronchiolectrasies de traction, et sur l'image de droite, des réticulations intralobulaires qui sont déformées. On peut aussi avoir une perte de volume que je n'ai pas illustrée sur cette diapositive. Donc le scanner va permettre de faire le diagnostic de pathologie interstitielle diffuse et de voir s'il y a une composante fibrosante. Rarement, on va avoir besoin d'histologie, et donc de faire une biopsie pulmonaire. Alors pas tant pour faire le diagnostic de l'existence d'une pathologie interstitielle diffuse, mais plus pour déterminer son pattern, son profil, et éventuellement l'association d'une composante fibrosante. Donc la biopsie pulmonaire, elle peut se faire par voie chirurgicale, c'est ce qu'on illustre ici sur la diapositive, ou par endoscopie. Et on prélève une biopsie, ce que vous voyez en bas à gauche, qui va permettre de faire une analyse histologique et de démontrer la présence d'une infiltration de l'interstitium du parenchyme pulmonaire avec des composantes cellulaires, inflammatoires et ou fibrosantes. Alors, on a vu qu'il y a une hétérogénéité dans la présentation des pathologies interstitielles diffuses. Il y a aussi une grande hétérogénéité dans les étiologies. Ici, il y a une représentation classique, très schématique, des étiologies des pathologies interstitielles diffuses, avec des PID qui peuvent s'intégrer dans le cadre de maladies plus générales, et notamment de maladies auto-immunes. Donc, c'est ce que vous voyez représenté en orangé. Avec la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde, les dermatomyosites, le syndrome de Gougerot, pour les plus fréquents, on va dire. Et puis après, il va y avoir les pathologies interstitielles diffuses avec expression pulmonaire unique ou prédominante. Donc c'est le cas des pneumopathies d'hypersensibilité, qui sont des réactions immunoallergiques complexes vis-à-vis d'antigènes de l'environnement. Et puis, ce qu'on va appeler les pathologies interstitielles diffuses idiopathiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé de cause, qui vont être déterminées essentiellement en fonction de leur présentation scanographique. Je ne vais pas parler du tout des granulomatoses, qui sont vraiment pas le sujet du jour, et pas non plus beaucoup des autres causes, à part peut-être les causes professionnelles, avec les expositions professionnelles. Et dans toutes ces pathologies interstitielles diffuses, eh ben, elles peuvent être fibrosantes ou non fibrosantes. Et celles qui sont les plus fibrosantes, hein, c'est celles pour lesquelles j'ai mis des petits triangles qui sont plus fréquemment fibrosantes, des petits triangles bleus. Enfin là, ils ont l'air d'être transparents. Ce sont les PID associés aux connectivites et essentiellement la polyarthrite rhumatoïde, les pneumopathies d'hypersensibilité, et dans les formes idiopathiques, la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est la forme la plus fréquente
de PID, de fibrose pulmonaire idiopathique, enfin, de PID fibrosante idiopathique et les PID idiopathiques inclassables. Alors quand on a un diagnostic de pathologie interstitielle diffuse, il faut essayer de faire, un diagnostic au sein de toutes, les causes que je viens de vous montrer et globalement, ce diagnostic, il repose, sur un interrogatoire, qui doit être très, fouillé, qui va rechercher, des expositions dans le cadre du mode de vie, domestique et professionnel. Des expositions également aux traitements, médicamenteux qui peuvent être, pneumotoxiques, et puis un examen clinique, qui va rechercher, des manifestations extrathoraciques. Et puis, l'examen essentiel, c'est le scanner thoracique, qui au-delà, du diagnostic de PID, va déterminer un certain profil qui va orienter vers certaines causes. Ce bilan, il est complété systématiquement par de la biologie et de temps en temps, mais on a besoin de faire des examens complémentaires comme un lavage broncho-alvéolaire et rarement de l'histologie ou d'autres examens. Au final, le diagnostic, il est posé en DMD, c'est-à-dire en discussion multidisciplinaire qui regroupe, un pneumologue, un radiologue, un anatomopathologiste qui sont, spécialisés dans les PID, éventuellement d'autres, spécialités et qui vont, essayer, de proposer un diagnostic, de la probabilité la plus élevée possible en fonction des éléments dont ils disposent. Alors comment ça se manifeste, pour un patient, une pathologie interstitielle diffuse? Et ben, en fait, ce sont des manifestations extrêmement banales, une toux chronique, un essoufflement d'effort et souvent, quand on va faire le diagnostic de PID, ces symptômes évoluent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années parfois, parce que ce sont des symptômes qui ne sont pas spécifiques et qu'on va donc évoquer en premier lieu des maladies qui sont fréquentes, hein, ce qui est normal, comme la BPCO et on va possiblement rentrer dans de l'errance diagnostique avec un patient qui ne répond pas au traitement, classique de BPCO ou d'insuffisance cardiaque, par exemple. Donc ce qui peut éventuellement attirer l'attention dès le départ, hein, pour évoquer une pathologie interstitielle diffuse, bah, c'est éventuellement des antécédents dans la famille de fibrose pulmonaire, une hypoxémie, des crépitants, un hypocratisme digital et puis surtout un patient qui ne répond pas au traitement d'un diagnostic qu'on a posé doit, faire revoir le diagnostic et dans ce contexte de toux chronique et de dyspnée d'effort, évoquer le diagnostic et faire bien sûr un scanner thoracique. Alors quelle est l'évolution de ces maladies? Ce sont des maladies qui sont chroniques, qui sont évolutives, hein, pour la majorité d'entre elles et donc on va les suivre dans le temps. L'examen qui nous est le plus utile pour suivre ces pathologies, ce sont les explorations fonctionnelles respiratoires, hein, puisqu'on ne va pas pouvoir faire des scanners de façon itérative et puis c'est l'examen le plus sensible, pour déterminer une évolution de la maladie et on va suivre essentiellement 2 grands paramètres qui, reflètent, les volumes pulmonaires et la diffusion de l'oxygène, à travers la membrane alvéolo-capillaire. Donc on a vu que les PID sont des pathologies qui vont venir infiltrer l'interstitium et donc rendre le poumon plus rigide, ce qui va altérer la capacité du poumon à mobiliser des volumes. Et puis par ailleurs, comme elles infiltrent le parenchyme, bah, elles empêchent le passage de l'oxygène entre l'alvéole et les capillaires pulmonaires et donc elles vont altérer la diffusion des gaz. La CVF, c'est la capacité vitale forcée, donc c'est un volume mobilisable entre une inspiration maximale et une expiration maximale. Donc là, si vous inspirez à fond et que vous soufflez à fond, vous faites une CVF. Et cette CVF, quand il y a une pathologie interstitielle diffuse, elle va diminuer. C'est pas le plus sensible, mais elle va diminuer dans le temps avec l'augmentation de la rigidité pulmonaire. Et la DLCO, donc c'est la diffusion à travers le poumon du monoxyde de carbone. Elle va être également un paramètre qui évalue la sévérité puis la progression de la maladie. Alors on définit maintenant un cadre, de façon un peu rigide, hein, mais ça va être important pour ce que va vous présenter le docteur Vémo sur les traitements, qui est la progression de ces maladies-là. Alors, il y a des critères un peu stricts, mais globalement, ce que ça signifie, c'est que la maladie évolue, qu'elle progresse et donc on évalue ça sur la majoration, des symptômes, mais surtout sur le déclin de la fonction respiratoire et le déclin de la capacité, vitale forcée et sur, la majoration des lésions scanographiques, mais la fonction respiratoire est l'élément principal pour dépister et évaluer, ces progressions. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ces patients? Donc ils vont pouvoir, effectivement avoir une progression, on va dire,
lente et continue de leur maladie, mais ils vont pouvoir aussi avoir des progressions rapides de leur maladie, des espèces de poussées de la maladie, ce qu'on appelle en pneumologie des exacerbations. Dans les autres pathologies inflammatoires, on appelle les poussées, hein, on fait des poussées de polyarthrite rhumatoïde, on fait des poussées de sclérose en plaques, mais dans les maladies pulmonaires, on fait des exacerbations. Et les exacerbations de pathologie interstitielle diffuse, elles sont définies comme une aggravation aiguë, alors typiquement dans les 30 derniers jours, hein, il ne faut pas être aussi strict, mais voilà, c'est la définition. Et donc c'est une aggravation clinique avec des nouvelles opacités scannographiques. Une autre complication qui va survenir chez ces patients quand la maladie progresse, c'est l'insuffisance respiratoire chronique avec une hypoxémie qui va s'installer, qui est définie par une PaO2 inférieure à 70 mm de mercure pour l'insuffisance respiratoire chronique et qui va pouvoir justifier, pour des niveaux encore plus bas de PO2, éventuellement d'instaurer une oxygénothérapie longue durée. Et enfin, il va pouvoir se développer une hypertension pulmonaire, à la fois liée à l'hypoxémie, mais aussi à la rigidité pulmonaire, les capillaires pulmonaires étant pris dans un parenchyme pulmonaire extrêmement rigide. Et cette hypertension pulmonaire, on la dépiste de façon régulière au cours des PID par l'échocardiographie. Et puis enfin, ce sont des pathologies qui sont liées à une mortalité précoce. Donc c'est des patients qui vont avoir un risque important de décès et notamment lorsque la PID est fibrosante. Là, vous avez la survie toute étiologie confondue, mais chez des patients qui vont avoir une pathologie interstitielle diffuse non fibrosante représentée en rose et une pathologie interstitielle diffuse fibrosante en orange. Et donc, vous voyez, quand on a une fibrose pulmonaire, eh bien, le risque de mortalité est élevé. Juste quelques illustrations avant de terminer pour avoir une idée peut-être un petit peu pratique et illustrée. Une asbestose, hein, donc une pathologie interstitielle diffuse qui est liée à l'exposition à l'amiante, chez des travailleurs exposés, avec un aspect scannographique que vous voyez ici de pathologie interstitielle diffuse, fibrosante, avec un aspect de rayon de miel, et sur les coupes médiastinales, l'observation de plaques pleurales qui vont témoigner de l'exposition à l'amiante. Un autre exemple, une pneumopathie d'hypersensibilité aviaire, donc qui est une réaction immunoallergique à des antigènes aviaires, avec un scanner thoracique qui va montrer une pathologie interstitielle avec une atteinte des voies aériennes qui témoigne de l'atteinte des voies aériennes liées à l'exposition environnementale. Donc il y a une pathologie interstitielle diffuse ici dans le cadre d'une maladie auto-immune. Donc ici par exemple la sclérodermie avec un aspect de PID que vous voyez sur le scanner sur l'image de droite. Et je pense qu'il doit y avoir une dernière diapositive qui est la fibrose pulmonaire idiopathique, donc une pathologie interstitielle diffuse fibrosante sans cause retrouvée, qui est la forme la plus fréquente de PID avec de la fibrose pulmonaire idiopathique et qu'on retrouve chez des sujets le plus souvent âgés, avec un passé tabagique et chez qui on peut observer éventuellement un hypocratisme digital, comme vous le voyez illustré sur la photographie. Voilà, donc je vous propose de passer directement à la présentation suivante sur les thérapeutiques avec le docteur Vémo. Bonsoir. Donc effectivement, on va faire je vous propose une présentation synthétique des traitements actuels des pneumopathies interstitielles diffuses et des fibroses pulmonaires. Bien évidemment, il ne s'agit pas de parler de tout traitement, toute prise en charge et je me suis évidemment concentrée sur les traitements spécifiques. Voici mes liens d'intérêt. Donc effectivement, Cécile Chenivès l'a dit, les PID sont un groupe assez hétérogène de maladies que l'on classifie en fonction de leur cause et de leur degré d'inflammation et de fibrose. Donc effectivement, parmi toutes ces causes, un certain nombre de PID peuvent avoir une évolution fibrosante. Et une de ces maladies est d'autant plus particulière, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique, parce qu'elle est caractérisée par une fibrose qui est systématique,
qui est évolutive et qui se fait sans inflammation. Donc je vous propose de commencer par celle-ci. Évidemment, je ne verrai pas toutes les autres. Les autres seront vues de façon plus globale. Donc la fibrose pulmonaire idiopathique, son histoire naturelle, Cécile Genibès vous l'a rappelé, c'est le déclin progressif de la fonction respiratoire avec des profils évolutifs qui sont variables selon les patients. Il y a des patients qui vont évoluer plus lentement que d'autres et leur évolution peut aussi être émaillée de phénomènes rares, heureusement, mais graves, qui sont des exacerbations. Globalement, on estime qu'on va perdre, les patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique vont perdre 200 millilitres de capacité vitale par an. Alors, pour vous donner une idée, le vieillissement naturel du poumon, c'est de perdre 20 millilitres par an de capacité vitale. Rassurez-vous, on a plusieurs litres de capacité vitale quand on arrive à l'âge adulte, mais tous les ans, on va perdre à peu près 20 millilitres. Dans la fibrose pulmonaire idiopathique, ce déclin de capacité vitale est de l'ordre de 200 millilitres par an. Historiquement, on estimait que l'espérance de vie était la médiane de survie était de l'ordre de 5 ans. Et pour vous donner un chiffre, la mortalité d'une exacerbation est de 30% à 3 mois. Donc, c'est des événements qui sont très graves. Aujourd'hui, on dispose de 2 médicaments antifibrosants qui sont commercialisés. Le premier, donc, ce sont des médicaments qui n'agissent que sur le processus fibrosant, qui n'ont pas d'action ni immunosuppressive ni anti-inflammatoire. Le premier, c'est la pyrphénidone. Son nom commercial, c'est Lesbriet, mais il est désormais génériqué déjà depuis plusieurs années. Ce sont des comprimés que les patients prennent 3 fois par jour avec une posologie classique qui est de 801 mg matin, midi et soir, et le dosage est réduit à 267 mg de matin, de midi, de soir. Les effets secondaires les plus fréquents sont des troubles digestifs, une anorexie, un amaigrissement, donc des troubles qui sont finalement peu sévères, peu inquiétants, mais qui au fond vont altérer la qualité de vie des patients. Je rappelle qu'on parle de patients qui sont volontiers relativement âgés, et donc cet amaigrissement peut poser des problèmes de perte musculaire notamment. La pyrphénidone a un effet particulier qui est photosensibilisant, donc les patients sont prévenus de ce risque de photosensibilité. On observe rarement une cytolyse hépatique. Le deuxième traitement qui est commercialisé, c'est le nintédanib, Ofev, avec un dosage cible de 150 mg matin et soir, et un dosage réduit mais possible de 100 mg un matin et un soir. Il n'est pas encore génériqué, mais ça ne saurait tarder. Je pense que c'est prévu pour l'année prochaine. Lui aussi, il donne le même type d'effet secondaire de troubles digestifs, d'anorexie, d'amaigrissement, mais il a un effet digestif très particulier qui est qu'il te provoque une diarrhée motrice. J'insiste sur le fait que ce soit un mécanisme de diarrhée motrice parce que le traitement le plus efficace pour contrecarrer cet effet secondaire, c'est bien le loperamide, et moins d'autres types de traitements antidiarrhéiques. Plus rarement, on peut observer une cytolyse hépatique, une thrombopénie et un déséquilibre tensionnel. Ça sont les médicaments qui sont commercialisés. Quelles sont leurs efficacités? En fait, c'est des traitements qui vont permettre de ralentir l'évolution de la maladie avec 2 aspects. Le premier, c'est qu'ils ralentissent le déclin de la CVF. Alors dans nos études, donc c'est des effets qui ont été observés dans des études randomisées internationales tout à fait efficaces sur le plan théorique. On utilise toujours comme critère de jugement principal dans les fibroses pulmonaires ce déclin de la CVF parce que c'est un très bon critère de surveillance. Il est parfaitement lié au pronostic et d'autre part, il est très reproductible, il est facile à faire. Donc, c'est toujours le critère de jugement principal qu'on utilise. Globalement, la pyrphénidone et le nintédanib n'ont pas été comparés. Ils ont été développés à peu près à la même époque et donc ils ont été comparés à du placebo et ils montrent un ralentissement de la CVF. C'est pas une stabilisation parfaite de la CVF. Globalement, dans les études, on observe un ralentissement, on divise par 2 le déclin de la CVF. C'est-à-dire qu'un patient qui perdait naturellement 200 ml par an de CVF va perdre 100 ml par an sous traitement. Les effets semblent à peu près comparables selon les études. Le deuxième effet pour ralentir l'évolution de la maladie, c'est que ce sont des médicaments qui vont diminuer les exacerbations. Ils diminuent la fréquence des exacerbations ou le temps avant la première exacerbation.
d'une part, et d'autre part, on observe une amélioration de la survie post-exacerbation des patients qui sont traités par antifibrosants. Donc, c'est les deux façons de ralentir l'évolution de la maladie. Ce ralentissement de l'évolution de la maladie, il survient dès le début, c'est-à-dire qu'il survient alors même que le patient est asymptomatique et qu'il a une fonction respiratoire préservée. Ça, c'est un élément très intéressant et qui a été prouvé maintenant, c'est qu'on sait que ce déclin inexorable de la fonction respiratoire, il survient dès les stades très précoces de la fibrose pulmonaire idiopathique, alors que le patient est asymptomatique et que les lésions peuvent paraître de faible étendue. Et donc, on a bien montré, ça c'est une étude qui a été montrée avec le nintédanib, que chez les patients qui ne sont pas traités, même avec une fonction respiratoire préservée, vous voyez, ils perdent au cours de cette année d'étude 225 millilitres de CVF et le nintédanib était efficace aussi en réduisant par 2 ce déclin de CVF au cours de cette année. Donc finalement, l'idée, c'est bien de pouvoir allonger la survie, bien évidemment. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire que si je ralentis l'évolution, le déclin de la capacité vitale, donc le déclin de la fonction respiratoire, et à condition que je débute le traitement relativement tôt dans l'histoire naturelle de la maladie, je peux espérer avoir un effet sur la survie. Alors ça nécessite de débuter le traitement assez tôt dans l'évolution de la maladie. Ça nécessite aussi de maintenir le traitement au long cours. Or, vous avez vu, je vous ai dit que les traitements avaient des effets secondaires qui altéraient la qualité de vie des patients. Et donc ça, on sait que c'est des choses qui sont difficiles. On estime globalement que 30% des patients vont arrêter leur traitement au cours de la première année à cause des effets secondaires. Il faut aussi éduquer le patient. Pourquoi éduquer le patient? Parce que cet effet de préservation de la fonction respiratoire, c'est un effet qu'ils ne vont pas percevoir, évidemment. C'est un effet sur du plus long terme et qu'il faut bien prendre le temps d'expliquer aux patients parce qu'ils peuvent ne pas ressentir et ne pas comprendre ce bénéfice. Ce d'autant qu'on sait que ce sont des médicaments qui sont finalement assez peu efficaces sur les symptômes liés à la maladie, la toux et la dyspnée. On a une étude qui semble montrer un effet intéressant de la pyrphénidone sur les événements de toux. Et globalement, pour la dyspnée, ce que ça a montré, c'est que globalement, presque, ça retarde l'apparition de la dyspnée, mais ça ne corrige pas la dyspnée chez un patient dyspnéique. Donc, chez des patients qui ont un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, l'erreur est peut-être d'attendre que le patient soit symptomatique pour débuter le traitement, parce qu'une fois qu'il est symptomatique, malheureusement, ces traitements antifibrosants ne vont pas être efficaces sur leurs symptômes. Alors évidemment, ce sont des effets de ralentissement de l'évolution de la maladie qui peuvent sembler non satisfaisantes, notamment du point de vue des patients, bien évidemment. La recherche continue à avancer et on a aujourd'hui 2 nouveaux médicaments qui sont en voie de commercialisation. Le premier, c'est le nérandomilast. Là aussi, est un médicament en comprimé, en 2 prises par jour, qui lui aussi a montré un ralentissement du déclin de la fonction respiratoire chez des patients non traités, mais aussi chez des patients déjà traités par nintédanib ou par pyrphénidone, laissant une place éventuelle à une bithérapie, ce que l'on ne fait pas actuellement avec nintédanib et pyrphénidone. Aujourd'hui, le nérandomilast n'est pas encore commercialisé, mais on peut y avoir accès avec des demandes d'accès compassionnel. Le deuxième traitement, ça c'est tout nouveau de la semaine dernière, qui vient de montrer son efficacité dans une étude de phase 3. C'est le treprostinil. Là, c'est un traitement inhalé, mais en aérosol. C'est un traitement qui est assez contraignant avec des aérosols de durée assez prolongée, 4 fois par jour, mais qui là aussi a montré un ralentissement du déclin de la fonction respiratoire. Pour l'instant, on n'a pas du tout d'idée d'accessibilité de ce traitement. Donc, pour ce qui est de la fibrose pulmonaire idiopathique, aujourd'hui, ce que l'on recommande, c'est un traitement antifibrosant dès le diagnostic, sans attendre la progression, sans attendre l'aggravation de la maladie, sans attendre, si possible, l'apparition des symptômes. Et c'est vrai qu'en général, malheureusement, on diagnostique les patients alors qu'ils sont déjà symptomatiques. Et l'effet, c'est de ralentir le déclin de la fonction respiratoire. Donc, c'est bien un effet de préservation de la fonction respiratoire, d'où
ces 2 enjeux d'un diagnostic précoce et d'un traitement, qui doit être maintenu, au long cours. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour des autres pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes, en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique? Donc évidemment, il ne s'agit pas de faire un catalogue, mais finalement, si on essaie d'avoir une vision un peu d'ensemble, eh bien, dans ces autres pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes, tout se passe comme si, chez un patient qui a sans doute des facteurs de risque, peut-être un patrimoine génétique favorisant, peut-être des infections environnementales, des expositions environnementales, un trigger qui va entraîner dans un premier temps une inflammation pulmonaire, et puis avec la persistance de cette inflammation, l'apparition d'un processus de cicatrisation anormale, la fibrose, et finalement, petit à petit, le développement et l'aggravation de cette fibrose pulmonaire, cette cicatrisation, alors même que parfois, le trigger, c'est-à-dire l'exposition environnementale, la maladie auto-immune, eh bien, ce trigger n'est plus actif. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait déjà depuis longtemps, que dans les pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes, il y a 2 grandes clés du pronostic. C'est la fibrose, c'est-à-dire son extension bien sûr, mais aussi son aspect. Alors là, j'ai mis aspect de pic parce qu'en fait, c'est l'aspect qui ressemble à celui d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Plus votre maladie fibrosante du poumon ressemble sur le plan radiologique à une fibrose pulmonaire idiopathique, plus elle a moins le bon est le pronostic. Et de la même façon, ce que l'on sait, c'est que plus le patient décline, ça c'est une courbe de capacité vitale forcée d'un patient du service, quand le patient décline au fur et à mesure des années, il va continuer à décliner. Et on sait que finalement, même en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique, les patients qui ont une PID fibrosante qui déclinent, rejoignent malheureusement le pronostic de la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors comment on essaie de traiter ces maladies-là? D'abord, elles ne sont pas toutes évolutives. Et comme je vous l'ai dit, parfois il existe une inflammation qui est plus ou moins importante. Donc, on essaie toujours de mettre en place une éviction si elle est applicable. C'est-à-dire que si votre patient est en contact avec des oiseaux et qu'on a un impact, et qu'il a un poumon des éleveurs d'oiseaux, on essaie de faire une séparation avec les oiseaux. S'il y a une exposition professionnelle, il est évident qu'il faut cesser cette exposition. Dans un premier temps, on peut envisager une surveillance chez les patients qui sont peu sévères et stables. Et finalement, s'il s'aggrave, on va en général, dans un premier temps, la première ligne est plutôt d'essayer de traiter cette fameuse inflammation dont on estime qu'elle existe, avec un traitement par corticoïdes et par immunosuppresseurs. Alors, en général, ce sont des corticoïdes. Les immunosuppresseurs, ils sont très variés. Il peut s'agir le plus souvent de MMF, de mycophénolate mofétyl, c'est-à-dire le Cellcept, mais aussi du rituximab. Plein d'autres traitements immunosuppresseurs en fonction des pathologies. On manque clairement de niveau de preuve. Et heureusement, dans certaines pathologies, et notamment dans les connectivites, on a quelques recommandations, en particulier pour la sclérodermie, pour les myosites, pour la polyarthrite rhumatoïde. En dehors du champ des connectivites, que ce soit pour les expositions professionnelles comme l'asbestose, pour les pneumopathies d'hypersensibilité, très clairement, on manque d'études, on manque de niveau de preuve et donc on a très peu de recommandations sur le choix des corticoïdes, le choix des immunosuppresseurs et leurs modalités. Et enfin, si finalement le patient progresse malgré cette première ligne, c'est-à-dire s'il progresse sur le plan clinique, radiologique et fonctionnel, il rentre dans cette fameuse thématique de fibrose pulmonaire progressive et là, on va envisager un traitement antifibrosant. Quels sont-ils, ces traitements antifibrosants? C'est les mêmes que ceux dont je vous ai parlé avant pour la fibrose pulmonaire idiopathique. Le nintédanib, qui a montré son efficacité dans cette indication de pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante qui progresse malgré un traitement de première ligne. La pirfénidone a montré des résultats intéressants. Malheureusement, ils avaient fait leurs études pendant l'année du Covid et donc ils ont eu des gros problèmes de recrutement. Mais donc, c'est un médicament qui n'a pas l'AMM mais qu'on utilise en cas de mauvaise tolérance du nintédanib. Et quand on est randomilaste, lui aussi, il est actuellement en accès compassionnel pour ces indications-là. Ce qu'on sait clairement pas aujourd'hui, c'est quel algorithme en fait de traitement mettre en place. Est-ce qu'il y a des patients qui devraient bénéficier d'un traitement antifibrosant d'emblée? Est-ce que je dois faire un switch, c'est-à-dire j'arrête mes traitements immunosuppresseurs et je poursuis des traitements antifibrosants?
C'est par exemple très clairement pas quelque chose qu'on va faire dans des connectivites avec des atteintes extrapulmonaires, ou est-ce qu'il faut mettre des traitements combinés, associer et le traitement immunosuppresseur et le traitement antifibrosant? Aujourd'hui, c'est clairement l'objectif des recherches ultérieures. Donc, si je résume, dans les pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes, le traitement, lui, il n'est pas systématique. La première ligne habituelle se fait par corticoïdes et immunosuppresseurs, et les antifibrosants sont possibles en cas de progression. Bien évidemment, je me suis concentrée sur des traitements spécifiques, donc je n'ai pas parlé des mesures associées, vaccination, réadaptation respiratoire, prise en charge des comorbidités, oxygénothérapie, prise en charge palliative. Et je me dois d'évoquer tout de même la transplantation pulmonaire, qui peut être une solution pour des sujets extrêmement sélectionnés, sans comorbidité et globalement de moins de 65 ans. Les centres de greffe vont parfois jusqu'à 70 ans, mais pour des patients sans comorbidité. Voilà, je vous remercie et je pense que je passe la main à Victor Valentin qui va vous parler des missions du médecin généraliste. Donc, bonsoir à tous, merci de votre présence courageuse. Donc je dois aborder le thème quelle mission pour le médecin généraliste dans le cadre des patients avec fibrose pulmonaire. Donc j'ai moi aussi des liens d'intérêt, notamment avec les laboratoires qui commercialisent les médicaments dans la fibrose pulmonaire. Donc il y a des PNDS qui existent pour pas mal de maladies rares. Donc les PNDS, vous le savez, c'est des protocoles nationaux de diagnostic et de soins qui sont des documents qui ont une visée pratique, et il existe des synthèses pour le médecin traitant avec souvent des aspects pratiques, notamment il y en a un sur la fibrose pulmonaire idiopathique, et donc ça peut être intéressant de s'y référer. Souvent, quand on a un patient avec une fibrose pulmonaire et qu'on a envie de démarrer un traitement antifibrosant, soit le nintédanib, soit l'esbriette, on demande que ce patient, il y ait une demande d'ALD qui soit faite. Et cette demande d'ALD, pour qu'elle ne soit pas refusée, il faut bien regarder un peu les critères du patient. Donc soit on peut faire une demande d'ALD sur liste pour insuffisance respiratoire chronique grave, c'est l'ALD 14. Le plus souvent, nos patients avec fibrose, en fait, ils désaturent au test de marche à moins de 90%. C'est la troisième condition. Et donc, on peut rentrer là-dedans dans l'ALD. Plus rarement, ils ont un syndrome restrictif avec une CPT à moins de 60%. Ou plus rarement, ils ont une hypoxémie avec une PO2 à moins de 60 mm de mercure en air ambiant. En fait, l'hypoxémie, elle est très tardive dans les PID. Et encore plus rarement, ils sont hypercapniques. Les PID sont hypercapniques à un stade très, très évolué de leur pathologie. Quand le patient ne désature pas au test de marche à moins de 90%, il faut faire une demande d'ALD hors liste. Cette demande d'ALD, elle sera acceptée s'il y a 3 critères remplis. Il faut avoir une longue maladie évolutive, ce qui est le cas quand on a une fibrose pulmonaire, avoir un traitement médical de plus de 6 mois, ce qui est aussi le cas quand il y a une fibrose pulmonaire, et avoir un coût de traitement très élevé, et ça c'est soumis à au moins 3 autres critères, des hospitalisations répétées, au minimum 3 par an, des séances de kiné, de suivi infirmier, des coûts de traitement, et quand on connaît le coût des traitements antifibrosants, on remplit largement cette condition, ou de l'appareillage, de l'oxygène. Autre critère, la nécessité d'examens répétés, dont des scanners, des radiographies ou des examens réguliers biologiques qui sont nécessaires quand on prend les traitements antifibrosants. Donc, je pense que c'est bien important d'avoir en tête soit la demande d'ALD dans le cadre de l'insuffisance respiratoire chronique quand le patient désature, et sinon dans le cadre d'une affection hors liste. Il faut savoir qu'il y a une association de patients pour les patients qui ont une fibrose pulmonaire qui s'appelle l'AFPF, c'est l'association Fibrose Pulmonaire France, qui est très active, qui peut apporter de l'aide pour de l'activité physique adaptée, de la nutrition, un soutien psychologique. Il y a un groupe de greffés pulmonaires, et donc ils ont un site internet assez bien fait. Donc il y a un groupe de patients Hauts-de-France qui essayent de se monter. Ils ont même un groupe national pour les aidants, en reconnaissant cette thématique importante parfois de la souffrance des aidants qui ont un groupe pour eux. Et donc, voilà, ils ont des lettres d'information, un soutien psychologique, ils ont une ligne d'écoute qu'on peut appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des groupes de parole, des séances d'activité physique gratuites adaptées à la fibrose pulmonaire qu'ils font en visio, et ils organisent des visioconférences sur la maladie et la vie avec la maladie. Initialement, c'était une association uniquement pour la fibrose pulmonaire idiopathique, mais maintenant, elle s'est élargie à toutes les autres fibroses pulmonaires. Donc ça, c'est des diapositives que j'emprunte monsieur Jean-Michel Fourier, qui est le président de cette association de patients AFPF, et que je remercie. Donc il y a
par exemple, des exemples d'activités physiques adaptées où les patients se connectent en visio avec cet enseignant d'activité physique adaptée et ils font des séances. Il y a un accompagnement par téléphone. C'est fait en partenariat avec une association qui s'appelle Ciel Bleu. Ils ont des propositions de soutien psychologique pour les patients qui en ont besoin. D'un point de vue pratique, pour les patients qui sont sous traitement antifibrosant, donc on rappelle qu'il y en a deux, la pyrphénidone, c'est l'esbriette, ou le nintédanib, c'est l'ofève. Vous avez vu qu'il peut y avoir des problématiques digestives et qu'il faut surveiller notamment le bilan hépatique avec ces traitements. Avec la pyrphénidone, l'esbriette, l'ennemi numéro 1, ça devient le soleil, c'est un médicament photosensibilisant. Donc on remet aux patients un certain nombre de règles, d'éviter l'exposition solaire, notamment en milieu de journée, la fin d'après-midi, en disant bien que les UVA peuvent traverser les nuages et les vitres des voitures et que donc, même à travers les vitres, il faut se méfier du soleil. Se protéger avec des vêtements couvrants, des chapeaux à large bord, des lunettes de soleil, des chemises à manches longues, des pantalons longs, de mettre des gants et de mettre des écrans solaires à indice de protection élevé. Le laboratoire Roche, qui commercialise la pyrphénidone, a sorti des brochures qui résument ces conseils à destination des patients. Et donc, il va falloir surveiller le bilan hépatique avec ces traitements avant le traitement, tous les mois pendant 6 mois et tous les 3 mois sous traitement. Et pour un certain nombre de patients, je pense que les résultats sont adressés à la fois aux pneumologues référents, mais aussi à vous, médecins traitants, et donc quelques bases pour finalement comment réagir devant les bilans hépatiques de ces patients. Donc, quand on a une cytolyse avec une augmentation des azates ou des alates entre 3 et 5 fois la norme, il faut soit baisser la dose du traitement, soit l'interrompre. Globalement, c'est jamais une erreur d'avoir une cytolyse entre 3 et 5 fois la norme et de dire bon, on arrête le traitement, c'est vendredi soir, on n'arrive pas à joindre votre pneumologue et puis on essaye de le rappeler lundi par exemple. Et puis il y aura des surveillances de bilan à réaliser régulièrement. Quand la cytolyse est plus importante, plus de 5 fois la normale, là il faut interrompre le traitement antifibrosant et surveiller ensuite le bilan. Et de manière plus simple, quand les concentrations en enzymes hépatiques sont vraiment à plus de 8 fois la norme ou qu'il y a des signes d'atteinte hépatique sévère, bon, là il faut interrompre le traitement et faire des examens spécialisés. Sous nintédanib, l'ofève, la problématique est essentiellement celle des diarrhées motrices, on en a parlé. Donc qu'est-ce qu'on fait quand le patient a moins de 6 selles quotidiennes et que ça ne retentit pas finalement sur ses activités courantes? On peut mettre un traitement antidiarrhéique comme le loperamide, éventuellement avec un traitement protecteur de type diosmectite. Et si la diarrhée persiste 8 jours consécutifs malgré une prise en charge optimale, on peut diminuer la dose de traitement ou l'interrompre jusqu'à la rémission qui est définie comme moins de 4 selles supplémentaires par jour. Si les diarrhées sont plus importantes, c'est-à-dire plus de 6 selles par jour, il y a des patients qui ont des problèmes d'incontinence anale qui les gênent vraiment beaucoup dans leur sortie. Là, on interrompt le traitement et on met un traitement antidiarrhéique et à distance, on discute de la reprise à dose réduite du traitement. Un autre élément important, c'est les vaccinations. Donc, je vous ai mis ici les vaccinations qui sont recommandées par Respifil, qui est notre filière de maladies respiratoires rares. Donc, il propose pour le patient et son entourage une vaccination contre la Covid, contre la grippe, avec les vaccinations concomitantes qui sont possibles. Et pour le patient, le vaccin contre le pneumocoque, Prevnar 20, un vaccin VRS qui a une problématique de remboursement à l'heure actuelle et qui concerne les patients de plus de 65 ans. Les vaccins plus habituels, DTP, coqueluche, je pense que vous connaissez bien, et la vaccination Zona dès 65 ans ou dès 18 ans en cas de traitement immunosuppresseur avec le vaccin Shingrix, 2 injections espacées de 2 mois. Il y a un guide pratique de vaccination en pneumologie disponible gratuitement sur Internet, sur la Société de pneumologie de langue française. Si vous souhaitez vous y référer en fonction des pathologies, détaille les vaccinations. Donc, il faut faire de l'activité physique, mais comment on fait en pratique? Donc, il y a des centres de réadaptation respiratoire dans la région. Je vous ai mis ici la carte de la réadaptation respiratoire qui est disponible sur le site de la Société de pneumologie de langue française. Et donc, on voit que dans notre région du Nord, on est quand même bien fourni, voilà, on a pas mal de centres de réhabilitation respiratoire. Alors, c'est surtout vrai, je dirais, autour de Lille, mais globalement, on a de la chance. Et donc,
quand on clique sur les centres, on a le nom des médecins à contacter, à qui il faut écrire pour que le patient soit convoqué en réhabilitation respiratoire. Celle-ci peut se faire soit en centre, soit à domicile avec un organisme qui s'appelle Formation Santé. Ils ont aussi un site internet et des modalités de demande qui sont détaillées sur ce site. Voilà, la réhabilitation respiratoire et adaptation, c'est pas juste de l'activité physique, c'est aussi de l'éducation thérapeutique, de l'accompagnement psychosocial et motivationnel. Globalement, ils font une prise en charge globale de la personne et pas juste de l'activité physique. Cette activité physique peut aussi se faire chez un kinésithérapeute et ici, c'est un modèle d'ordonnance qui m'a été envoyé par, notre, APA, notre, enseignant en activité physique adaptée qui propose, ce type de modèle d'ordonnance quand on veut adresser un patient pour de l'activité physique chez un kiné. Il y a d'autres programmes qui existent, notamment le programme OPAL qui peut être prescrit, mais plutôt par des pneumologues en lien avec le laboratoire Boehringer pour, de l'activité physique. Concernant l'oxygénothérapie, on peut l'utiliser en déambulation. Alors c'est un peu discuté les seuils, mais globalement un patient qui désature à plus de 80 ou bien qui désature à l'exercice entre 85 et 89 avec une dyspnée d'effort importante ou une limitation d'exercice qui s'améliore sous oxygène, eh bien on peut lui prescrire de l'oxygénothérapie à l'effort. Dans les autres circonstances, voilà, la seule dyspnée sans désaturation à l'exercice, ce n'est pas une indication d'oxygénothérapie. Un autre point important, c'est les exacerbations aiguës de fibrose. On en a parlé dans les présentations précédentes. Ces patients qui ont une fibrose pulmonaire, ils peuvent faire vraiment une grosse poussée de la maladie qui a évoqué, s'il y a une aggravation de dyspnée, souvent moins d'un mois. Alors au cabinet, c'est pas simple parce qu'on dit dans la définition, il n'y a pas de cause extra-parenchymateuse. Bon, on entend que le murmure vésiculaire passe des deux côtés, on se dit ça doit pas être un pneumothorax. Mais dans la définition, on nous dit il faut qu'il y ait des opacités en verre dépoli au scanner, non liées à de l'insuffisance cardiaque, à de la congestion. Mais on n'a pas de scanner au cabinet, donc finalement, c'est probablement la bronchite qui passe pas, quoi. Vous avez mis les antibiotiques, vous avez traité, le patient il reste très essoufflé, ça va pas, il a une fibrose pulmonaire, probablement qu'il faut quand même faire rapidement un scanner pour voir s'il n'y a pas des signes d'exacerbation aiguë de fibrose. Et les chiffres de mortalité, moi j'en ai même trouvé des plus dramatiques encore, à 50 à 3 mois. C'est vraiment pas un bon pronostic, cette exacerbation aiguë de fibrose. Et du coup, au plus tôt on voit les patients, au mieux c'est, en sachant qu'il y a plusieurs facteurs déclenchants qui sont possibles, dont des infections virales, inhalation. Donc ça peut être un authentique patient qui a fait une bronchite et cette bronchite, via une infection virale, va déclencher une exacerbation. Pour nous contacter, il y a les numéros qui sont mis dans les courriers, je pense, que vous recevez, notamment de l'hôpital de jour. Et je vous remercie de votre attention. Bah, merci à vous tous. Je reprends un petit peu la parole. Donc ce que je vous propose, c'est que, on va pouvoir échanger, il nous reste une dizaine de minutes. Donc il y a soit le chat pour, mettre les questions, soit si, ça vous dit et ça sera probablement plus sympa et c'est possible parce qu'on n'est pas extrêmement nombreux, hem, de le faire, en se parlant. Donc pour ça, il suffit juste de signaler que vous avez, envie d'intervenir en levant la main sur le Teams et madame Pinto, à ce moment-là, elle vous donne la parole et même éventuellement, elle vous affiche votre visage, comme ça on vous verra, ce qui sera bien. Peut-être pour, lancer un petit peu, allez-y, hein, n'hésitez pas à lever la main et cetera et à échanger avec nous. Je pense que vous avez des patients en commun avec nous, donc c'est vraiment, pour nous, une chance de pouvoir échanger avec vous. J'ai peut-être une première question à vous poser. Vous pouvez répondre pareil, soit dans le chat, soit en levant la main. Hem, sur, peut-être, les pathologies des patients que vous suivez, que nous avons en commun. Est-ce que, vous voyez à peu près à quel patient on fait référence? Et ce qu'ils ont, comme pathologie? Donc ça, je vous redis que vous pouvez intervenir dans le chat. Peut-être aussi donc je vois qu'il y a des écritures en cours. Donc le temps que les écritures, se fassent. Hem, Nous, c'est vrai alors Victor, donc là, tu as fait une très bonne, transition, sur les questions. C'est vrai qu'on a besoin d'une collaboration, solide, avec vous parce que, alors on essaye d'avoir une disponibilité pour les patients,
en cas d'aggravation. Donc, tu as mis le numéro de téléphone. C'est effectivement ce numéro qu'il faut joindre en cas de problème, mais on a une réactivité, qui est pas immédiate, hein, qui est, voilà, on peut prendre les patients dans la semaine ou la semaine suivante, pour répondre éventuellement à leurs problèmes et donc c'est vrai qu'on a besoin, d'avoir une relation avec vous, pour, les prises en charge, immédiates et c'est toujours plus facile pour nous si c'est vous qui nous contactez, pour nous expliquer, la situation du patient que quand c'est le patient lui-même, avec qui il est parfois difficile un peu d'éclaircir la situation, par téléphone. Donc j'ai une réponse d'un collègue qui suit effectivement un patient en commun avec nous pour, une pneumopathie d'hypersensibilité fibrosante, donc qui est effectivement un cas qu'on a évoqué, sur les différents topos. Est-ce que, on va parler des pneumopathies d'hypersensibilité fibrosante, par exemple, donc il y a un bon exemple de pathologie qu'on peut suivre en commun. Est-ce que sur la maladie en elle-même, par exemple, vous avez des questions sur, la pathologie, des choses, qu'on pourrait, éclaircir ce soir ou sur les traitements de cette maladie? C'est typiquement des pathologies, je laisserai peut-être le docteur Vémo enchaîner, hem, dans lesquelles on peut, prescrire à la fois des traitements, anti-inflammatoires au sens large et des traitements antifibrosants. Donc, il y a une certaine complexité à suivre ces patients. Edwige, je sais pas si tu veux compléter un petit peu, sur Oui, ça fait partie vraisemblablement des maladies fibrosantes du poumon qu'on voit le plus, hein, après la fibrose pulmonaire idiopathique et à peu près avec la même fréquence, on va dire, que les fibroses, déconnectivites, heu et c'est une vraie problématique, de diagnostic, et aussi de prise en charge. Pourquoi de diagnostic? Parce qu'il idéalement, on souhaite, identifier, l'antigène, responsable de cette, inflammation, de cette réaction immunoallergique du poumon. Alors c'est sûr que quand le patient a une volière chez lui, c'est d'une certaine façon, plus facile. Ou quand il y a une exposition professionnelle, alors on les a pas cités, mais on est beaucoup aidés de nos collègues, de maladies professionnelles. Mais en revanche, il y a beaucoup de situations, où on ne détecte pas l'antigène, sans doute par des expositions, domestiques à des moisissures, hein, et on sait qu'on vit dans une région où, vraisemblablement, il y a beaucoup d'habitats, où il y a eu des infiltrations d'eau, il y a une présence occulte de moisissures que le patient nous signale finalement assez peu parce que c'est des interrogatoires qui sont peut-être vécus comme intrusifs, avec une confusion possible entre, la moisissure et la saleté ou la pauvreté. Donc c'est vrai que c'est des diagnostics qui sont difficiles et aussi en termes de traitement, alors que ce sont des maladies qui ne sont pas exceptionnelles, on manque, d'études sur l'efficacité des corticoïdes, la dose, la durée, la place du Cellcept, la place du rituximab. Donc c'est vraiment un axe, aujourd'hui de recherche en pneumologie qui doit être prioritaire. Je vois qu'il y a une question autour de savoir quand s'inquiéter lors des dégradations. Alors c'est sûr que c'est très difficile. Je voulais juste préciser peut-être, n'hésitez pas à nous contacter, on a parlé tout à l'heure de la place du scanner. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait un scanner en ville, hein, je pense que ce qu'a dit Victor, c'est-à-dire un peu la bronchite qui passe pas, c'est peut-être un peu le signal, l'aggravation, rapide, de la dyspnée, de la toux, un épisode infectieux qui paraît banal, mais qui ne ne passe pas après une durée qui vous semble, pourtant habituelle, d'une semaine, malgré, une alors n'hésitez pas, hein, je pense que peut-être qu'on devrait pas dire ça, mais je pense que ce sont des patients insuffisants respiratoires en cas d'aggravation de leur toux ou de leur dyspnée à tenter un antibiotique si vous avez un doute sur un facteur, infectieux, bronchique. Je sais pas si, heu, tu étais d'accord, Victor? Oui, oui, c'est vrai que comment discerner l'exacerbation? Je vois qu'il y a cette question dans le chat. Alors c'est vrai que dans la définition, il faut un scanner, pour savoir. Donc juste sur des critères cliniques, on peut se tromper, quoi. C'est-à-dire que mais globalement, c'est un patient qui a une majoration de dyspnée, de toux et
et qui ne va pas mieux malgré, votre traitement symptomatique ou votre antibiotique que vous avez mis, si vous avez des critères pour mettre, un antibiotique, voilà, heu et après quels critères pour traiter par antibiothérapie? Voilà, je pense que si on pense qu'il y a une pneumonie, on le traite par antibiotique. Après, en général, c'est quand même des patients avec comorbidité, donc c'est vrai qu'en général, on les met plus sous augmentin en première intention qu'un autre antibiotique parce qu'en général, ils ont des comorbidités. Bon après ça reste très théorique. Oui, alors c'est vrai, c'est ouais. Moi, je pense pour répondre, peut-être, pas de façon précise du tout, mais de façon générale, c'est qu'il faut s'inquiéter quand même assez rapidement, sur un terrain, comme ça, avec des patients qui, une exacerbation, ça va être vraiment un événement qui va marquer, l'évolution du patient et donc alors il faut pas effectivement évoquer une exacerbation à chaque événement aigu, chez ces patients-là, mais quand même très rapidement, je pense, hein. Effectivement, avoir une prise en charge standard comme vous l'expliquiez et si l'évolution n'est pas favorable, assez rapidement quand même, s'interroger sur la possibilité d'une exacerbation et je pense qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter dans ces cas-là. Il n'est pas forcément facile, d'organiser le scanner en urgence et cetera, en ville et là, on peut avoir une collaboration, je pense, intéressante, où, voilà, vous avez fait la prise en charge immédiate, et puis les choses vont pas bien et là, faut pas hésiter à nous contacter et c'est là où on a quand même une disponibilité dans la semaine où on va pouvoir assez rapidement évaluer le patient, voir si on fait un scanner et du coup, assez rapidement voir s'il faut, mettre un traitement parce qu'il va y avoir quand même une implication derrière, hein, qui est thérapeutique. Donc Victor, je sais pas si tu veux compléter un petit peu sur la prise en charge, mais c'est vrai qu'il y a un impact sur, s'il s'agit d'une exacerbation d'une PID, alors évidemment, c'est pas toujours pareil, sur la prise en charge thérapeutique et du coup après sur l'évolution, du patient. C'est vrai que quand c'est des exacerbations de fibrose, en général, on peut avoir recours à des corticoïdes à forte dose qui peuvent améliorer les patients, surtout hors fibrose pulmonaire idiopathique. Dans le cadre de la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est plus discuté et ça fait l'objet d'études. Mais voilà, globalement, l'idée, c'est que quand même, au plus vite on a le diagnostic et au plus tôt on met le traitement, au plus on a de chances d'être efficace. Et on a une question, y a-t-il certaines fibroses pulmonaires pour lesquelles les traitements antifibrosants ne sont pas adaptés? Bah, je peux peut-être répondre, alors, les dans la fibrose pulmonaire idiopathique, si on est certain du diagnostic, en théorie, tout patient doit être, traité. En tout cas, on doit lui proposer ce traitement et dans les fibroses pulmonaires, en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique, on propose un antifibrosant qu'en cas de progression de la maladie, malgré une prise en charge, thérapeutique de première ligne. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, toutes les pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes ne vont pas évoluer de façon, naturelle. Certaines vont rester stables. Or, le traitement antifibrosant ne fait que stabiliser. Donc stabiliser une maladie stable, ça n'a pas d'intérêt et donc on attend d'observer la dégradation. Ce qui pose parfois quelques problèmes, hein, évidemment, parce que ça veut en général, donc on ne revient pas en arrière. Donc on attend de vérifier que la maladie est évolutive, pour débuter un traitement antifibrosant et évidemment évolutive, c'est-à-dire une aggravation de la fibrose. Si c'est une aggravation, d'une composante inflammatoire évidente, ou une aggravation après, un épisode infectieux, ça n'a pas la même valeur, décisionnelle. Pour illustrer, on pourrait montrer l'exemple des fibroses pulmonaires post-Covid. Il y avait l'hypothèse qui avait été émise de dire finalement on va mettre ces patients sous antifibrosants, sous nintédanib, pour ralentir leur déclin de la CVF versus placebo. Et en fait, l'étude euh, n'était pas positive parce qu'en fait, on voyait que les fibroses post-Covid, en fait, quand ils sortent de réa, ils gagnent de la CVF. Et donc probablement que dans ce cas-là, pour la majorité des patients, il ne faut pas mettre de tout de traitement antifibrosant. Voilà, j'ai posé juste une question, pour, savoir si vous aviez, des souhaits ou des attentes vis-à-vis du centre. Hem, donc pareil, vous pouvez répondre dans le chat et ou lever la main et ou, nous contacter à distance de ce webinaire. Heu, donc on est effectivement joignable via le numéro de téléphone, qu'a montré Victor. On est aussi, joignable sur nos adresses mail, hein, donc du CHULIL. Alors je vois que quelqu'un est en train d'écrire donc j'attends avec impatience la remarque et puis, ensuite on va vous remercier, on attend quand même votre question, hein, la personne qui est en train d'écrire.
on va vous remercier, d'avoir participé à ce webinaire, hein. Donc c'est une première, qu'on a organisée, avec vous, c'est un événement qui nous semblait important. En tout cas, on avait à cœur de partager, la prise en charge de nos patients, communs ensemble, hein, et d'essayer d'améliorer, la coordination et éventuellement la communication, entre nous. Voilà, donc je vais lire, peut-être la dernière question, avant qu'on se quitte. Donc c'est est-ce qu'il y a il y a une deuxième question, c'est super. Est-ce qu'il y a un rythme particulier pour la surveillance par scanner? 1 fois par an, plus précoce, point d'interrogation. Je peux répondre. Donc dans la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est du coup l'exemple de la maladie la plus évolutive et la plus grave, on recommande, un scanner annuel, sauf, aggravation, modification des symptômes, qu'on ne comprend pas. Ce qui signifie qu'on va surveiller de la même façon, de façon annuelle, les maladies fibrosantes, qui sont évolutives. En revanche, on va essayer d'espacer cette surveillance quand on est face à une maladie, qui est stable, ou à distance des traitements, ce d'autant que le patient est jeune, par exemple, heu, que c'est une patiente avec une connectivité jeune. On va essayer d'espacer, petit à petit, progressivement, la surveillance radiologique. Souvent, on essaie quand même que les scanners soient faits, au même endroit. Donc, pour les patients qui sont suivis à Bulle, on essaie de les faire, au CHU, pour, favoriser la comparaison, parce que clairement ce sont des images, qui, ne vont pas être comparables quand on change, d'appareil, de modalité de scanner et cetera. Donc, il est plus facile pour les radiologues de comparer, les patients, quand ils font leur imagerie au même endroit. En revanche, on les fait, le gros de la surveillance, c'est surtout les EFR, en fait, hein. Donc, dans la FPI, on essaie de les voir 3-4 fois par an. Ils ont des EFR heu tous les 3 à 4 mois, parce que c'est vraiment, ce qui est le plus reproductible, sans effet secondaire, et cetera. Alors, on a plein d'autres questions. Très bien. Une question pour Victor peut-être. Est-ce que la pneumocystose est une complication courante? Puisque ça rentre un peu dans le cadre des exacerbations. Ça dépend. Ça dépend quelle est la maladie, sous-jacente, je dirais si dans la fibrose pulmonaire idiopathique, les patients ils sont pas immunodéprimés donc quand ils sont que sous antifibrosants, normalement ils ont pas le terrain pour faire, une pneumocystose. Après un patient qui est sous corticoïdes, immunosuppresseurs et qui fait des images, du verre dépoli, c'est sûr que la question de la pneumocystose peut se poser et que là, ça devient une hypothèse, crédible au milieu d'autres hypothèses. Donc je pense que la réponse à la question de la pneumocystose dépend du terrain du patient. Est-il immunodéprimé? Oui, non. Heu, de savoir, voilà, s'il a aussi une prophylaxie de la pneumocystose, s'il la prend, correctement, hem et les résultats des examens, mais c'est pas courant, je pense. Voilà, on peut dire que c'est pas une complication fréquente, hein, on n'en voit pas, très, très souvent quand même. Alors il y a une question, sur le principe de stimulation magnétique, hein. Je suis pas sûre de comprendre, à quoi vous faites référence, mais c'est peut-être moi. Je sais pas si vous pouvez, peut-être, expliquer un petit peu plus à quoi vous faites référence pour la stimulation magnétique dans le cadre du bilan? Je pense pas que j'ai parlé de ça, ou alors c'est l'intelligence artificielle qui a écrit ça, malgré nous. Non, dans le cadre des EFR muscles, oui, la stimulation du nerf phrénique Ah, peut-être. la stimulation, diaphragmatique? C'est ça? C'est la stimulation C'est une demande en plus, OK, donc ça, c'est pas un examen qu'on fait, dans le cadre, des pathologies interstitielles diffuses. Heu donc les stimulations, hem, phréniques, dans le cadre des explorations fonctionnelles, respiratoires, ça a pour objectif, de mettre en évidence une, dysfonction diaphragmatique, donc une insuffisance, du muscle, hein, diaphragmatique, qui est le muscle inspiratoire, principal. Le principe, c'était le principe, la question,
Et donc le principe, ça va être de stimuler les nerfs phréniques, et donc on va stimuler les nerfs phréniques par une bobine, magnétique, qu'on va alors positionner donc soit en cervicale, là où il y a la sortie des nerfs phréniques, quand on veut évaluer, la stimulation phrénique, au niveau périphérique, soit avec une bobine avec une stimulation au niveau cortical, quand on veut évaluer, l'ensemble du trajet, de stimulation à partir, du cortex, hein, jusqu'au diaphragme. Donc cette bobine, elle induit un champ magnétique qui va stimuler, les nerfs phréniques et donc qui va induire normalement une contraction, diaphragmatique et on va mesurer en fait, la différence de pression que va générer la stimulation diaphragmatique avec cette bobine magnétique en mesurant, donc soit la pression buccale, on met en fait, une mesure de pression au niveau de la bouche, soit en mesurant, la pression transdiaphragmatique, mais pour ça, il faut mettre des ballons œsophagiens, pour mesurer la pression, entre l'œsophage et le thorax, pour mesurer la pression transdiaphragmatique. Donc le plus souvent, nous, on fait de la pression buccale et à partir de là, on a des seuils, on va pouvoir dire qu'il y a, une différence de pression qui est générée, qui est insuffisante ou pas et si quand elle est insuffisante, ça veut dire que le diaphragme, est faible. Voilà, mais c'est pas une exploration qu'on fait, dans le cadre des pathologies interstitielles diffuses, c'est une exploration qu'on fait dans le cadre des maladies neuromusculaires. Voilà. Alors, je vois votre remarque, parfois, en fait, dans le cadre d'une PID, on va estimer que, par exemple, la restriction n'est pas expliquée par, le niveau de restriction du patient n'est pas bien expliqué par, la PID, parce qu'elle est tout à fait limitée, que le patient est très restrictif et donc on va rechercher une autre cause de restriction pulmonaire. C'est peut-être pour ça que votre patient a eu des effets muscles ou alors il y a quelques maladies, il y a des connectivites, des dermatomyosites, qui vont toucher et le parenchyme pulmonaire et le muscle périphérique, mais aussi du coup le diaphragme. Mais c'est vrai que c'est des situations, à part. C'est peut-être une des 2 situations pour votre patient. Il y a une question peut-être pour toi Victor encore. Y a-t-il une prévention à cette infection? Alors je pense qu'on fait référence à la pneumocystose, Alors il y a certains cas, on peut mettre du Bactrim en prévention primaire de la pneumocystose. Après, les indications de cette prophylaxie primaire, sont quand même pas très évidentes. C'est-à-dire qu'il y a certaines maladies où c'est sûr qu'il faut la mettre. Quand on est dans le cas d'une vascularite à ANCA, par exemple, il y a une incidence de la pneumocystose qui est élevée. Après, il y a d'autres maladies, où quand on a une fibrose pulmonaire et juste de la cortisone, les choses se discutent plus. En fait, c'est toujours le rapport entre le nombre de patients à traiter pour éviter un événement de pneumocystose et le nombre de patients à traiter par Bactrim pour avoir un événement secondaire, grave, quoi. C'est-à-dire que sous Bactrim, on peut faire des syndromes de l'aïeul, ce genre de choses. Donc, enfin, la question de qui traiter, en prophylaxie primaire pour une pneumocystose, je pense que c'est vraiment une question où il y a des débats dans la littérature médicale et que, voilà, il y a des cas où c'est bien tranché. La vascularite en cas sur rituximab, bah oui, il faut lui mettre. Mais il y a d'autres cas où c'est sujet de discussion et donc tous les patients n'ont pas forcément de prophylaxie. voilà, je pense qu'on arrive, au terme de ce webinaire. Hem, donc on veut vraiment vous remercier de vous être connectés, et d'avoir partagé avec nous, vos questions, éventuellement, vos souhaits pour la prise en charge de nos patients, en commun. Hem, alors je vois que vous avez qu'une patiente suivie, mais c'est normal parce que comme c'est des maladies rares justement, heu, vous avez peu de patients et donc c'est pour ça qu'on a voulu personnaliser les invitations, pour partager avec, des collègues dont on savait qu'ils avaient un patient en commun avec nous parce qu'effectivement on peut pas s'intéresser à toutes les maladies rares. On n'en voit pas beaucoup, je pense quand on est, en médecine générale de ville, mais du coup, quand on a un patient, je pense que c'est compliqué et du coup, on voulait vraiment, avoir, des échanges, avec, des collègues dont on sait qu'ils prennent en charge des patients, qu'on a par ailleurs dans le centre. Donc, on vous remercie vraiment pour votre connexion à ce premier type de webinaire. On reste, totalement joignable, alors avec une disponibilité relative, mais quand même totalement joignable,
en tout cas, pour nos collègues. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions et cetera et puis je pense qu'on renouvellera cette expérience. Voilà, je vous souhaite une, très bonne soirée. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot de la fin, Lidwine et Victor? Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous, merci.